les Warriors! Hello, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a décidé de discuter du lien entre pratique du sport et cycle menstruel. Dans la société de manière générale et dans le sport aussi, les règles sont encore un sujet tabou. On n'ose pas toujours en parler. Par exemple, quand on fait du sport à l'école, on peut être gêné. D'ailleurs, les filles ont souvent peur pendant les séances de piscine que les autres voient leur ficelle de tampon qui dépasse. Certaines filles peuvent aussi être gênées quand elles font des sports collectifs, par exemple, à l'idée de se changer tout ensemble dans le vestiaire et que quelqu'un voit leur serviette. Les vestiaires n'étaient pas mixtes, mais à l'école, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais nous on était quand même gênés avec les autres filles de la classe à cause du tabou. Carrément. Et avec cette crainte, certaines filles en viennent à éviter les séances de sport. Bien sûr, c'est une bonne chose qu'on puisse éviter le sport en cas de douleur, mais c'est important aussi de comprendre que c'est pas un handicap d'avoir ces règles, et que généralement, on peut tout à fait faire du sport pendant ces règles. À moins, bien sûr, d'avoir une endométriose ou autre et d'avoir de très grandes douleurs. Et il y a les sports de combat comme le judo, le karaté, le jiu-jitsu, en kimono blanc, tu vois le genre, Ah ouais, avec la peur de la tâche, et puis les crampes au ventre pendant les combats, c'est pas c'est génial. sûr. C'est pareil quand on fait de la gym ou du patinage artistique, avec un petit juste au corps tout moulant, c'est bien pratique pour les protections. Donc la biologie féminine n'est pas toujours pensée comme compatible avec le sport. Et d'ailleurs, on a une citation bien sympa de Pierre de Coubertin en 1912 qui disait « Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte ». Cette citation et la plupart des infos qui suivent, je les ai bien sûr trouvées dans la menstruelle. Je sais, je vous cite la menstruelle à chaque capsule, mais j'adore ce podcast. C'est l'épisode 11, les règles du jeu, et on vous le mettra en description. Avant, certains sports étaient même interdits aux femmes, comme le golf ou les sports de combat. Le basket aussi avait des règles différentes pour éviter les contacts disgracieux, la blague. Mais les femmes ont décidé de ne pas se laisser faire et de quand même pratiquer le sport. Et elles ont bien raison. Et heureusement, parce que ça pratique quand même beaucoup à l'équilibre personnel, ça peut rendre heureux et ce serait injuste d'en être privé. Ça c'est sûr. Et maintenant, on va rentrer plus en détail sur le cycle en lui-même. Selon une étude menée il y a 10 ans par Carole Maître, gynécologue à l'INSEP, donc c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, 37% des athlètes professionnels parlent de douleur des règles comme d'une gêne dans leur activité et sont obligés de prendre des médicaments pour que la douleur ne joue pas sur leur performance sportive. Et pour 64% des sportifs qui ont participé à l'étude, le SPM diminue significativement leur performance. En fait, on se rend compte que les sportifs souffrent plus du SPM que des règles, car les symptômes des règles sont souvent atténués par l'adrénaline de la compétition. Les grandes sportives commencent à prendre la parole là-dessus et à sensibiliser, ce qui est génial. En janvier 2015, Heather Watson, joueuse de tennis, numéro 1 britannique, dit à une défaite à l'Open d'Australie « C'est un truc de fille ». Ensuite, on a Paula Radcliffe, recordwoman du marathon, qui explique que c'est important d'en parler avec son équipe, ses entraîneurs, parce que la question des règles est très liée à la performance, change la manière dont elle planifie les entraînements, la récupération, et change le mental. Et donc, ça joue sur la carrière. Pour son premier record du monde en 2002, elle explique que ces règles sont arrivées le matin de la course, ce qui est beaucoup mieux que si ça avait été le lendemain, parce que le SPM l'aurait affecté beaucoup plus. On a aussi le super exemple de la nageuse chinoise Fu Yuanrui, désolée pour la prononciation. En 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, elle fait une mauvaise performance, est interviewée par la télévision chinoise et dit « C'est parce que mes règles sont arrivées hier, je me sentais fatiguée ». En Chine, c'est pas courant d'utiliser un tampon, alors la nageuse a vraiment déclenché une grosse vague de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parlait. En brisant le tabou sur les règles et leurs douleurs, elle devient un vrai modèle pour les jeunes filles et femmes, dédramatise l'utilisation du tampon et fait parler d'elle dans d'autres pays. Les médecins qui encadrent les sportifs de haut niveau prennent de plus en plus en compte leur cycle menstruel. Et pour illustrer ça, on va prendre l'exemple du football à travers un article que j'ai lu ce week-end et que j'ai eu envie de vous partager. C'est un article sur le site internet L'Équipière, dédié au foot féminin, qui a été créé par des étudiantes de Sciences Po. Merci à Emma de Fempo de me l'avoir fait découvrir. L'article s'intitule « Lever le tabou des menstruations, clé de la performance des footballeuses ». Et c'est vraiment une mine d'informations, on vous mettra le lien en description de l'épisode. Les femmes jouent au foot depuis son invention au XIXe siècle, en particulier en Angleterre. Comme les hommes, elles s'entraînent quotidiennement, s'affrontent, gagnent des trophées, mais en plus, elles doivent gérer leur menstruation. Jusqu'en 2019, aucun club ne prenait en compte cette particularité de la biologie féminine qui a pourtant un impact sur l'état physique et mental des joueuses. En août, Chelsea est devenu le premier club à adapter ses programmes d'entraînement au cycle menstruel des joueuses. Cette innovation permet d'améliorer la performance et remet en cause la perception de la biologie féminine dans le football.
On en parlait tout à l'heure, le sujet est très tabou, même au niveau international, et la première équipe à s'être penchée dessus est l'équipe nationale américaine en 2016, avec la préparatrice physique Dawn Scott, qui a mis en place un suivi des symptômes du cycle menstruel pour améliorer la performance des joueuses. Emma Hayes, encore désolée pour la prononciation, entraîneur de Chelsea, explique que depuis toujours, les footballeuses ont été considérées comme de petits hommes, ce qui a mené à un manque de recherche et de connaissances sur le sujet. Les schémas d'entraînement et de préparation physique des hommes sont appliqués aux femmes sans penser à les adapter à leurs spécificités biologiques. La prise en compte du cycle menstruel des femmes dans leur performance est donc un phénomène récent. C'est un manque général d'éducation autour des règles et du système reproductif féminin qui conduit à cela. Les joueuses n'ont pas ou peu de connaissances sur leur fonctionnement biologique et elles ont tendance à ne pas considérer leur cycle menstruel comme un paramètre important. Tout comme dans la société de manière générale, les joueuses ont appris à ne pas évoquer leur menstruation, notamment avec leur coach ou avec le personnel encadrant qui reste majoritairement masculin. Elles n'étaient donc pas conscientes de l'impact de leur cycle sur leur performance. Malgré ça, la question des hormones commence à gagner en popularité et à devenir enfin un objet d'étude scientifique. On vous parlait de Chelsea dans le football et on commence aussi à s'y intéresser dans d'autres sports comme dans l'équipe nationale de rugby anglaise ou encore chez les athlètes. Et pourquoi ? Parce que comprendre le cycle menstruel pourrait être une clé pour augmenter la performance et diminuer le risque de blessure. Depuis la fin des années 90, les études des médecins et spécialistes de différents pays concluent que les athlètes féminines sont plus exposées aux blessures que les athlètes masculins. Par exemple, les footballeuses auraient 2 à 8 fois plus de risques de se rompre les ligaments croisés, c'est énorme, et cette blessure peut mettre fin à leur carrière. D'après la chercheuse anglaise Georgie Brunvels, la recherche a montré un lien entre les blessures du ligament croisé antérieur et les variations d'hormones. Les cycles menstruels peuvent aussi mener à des blessures moins graves, mais quand même handicapantes pour les joueuses. Si on lève le tabou des règles et comprend leurs effets, on peut donc prévenir ces blessures. Accompagnées par des équipes médicales et à l'écoute de leur corps, les joueuses peuvent faire plus attention lors de certaines phases plus critiques de leur cycle et adapter leur entraînement. On en parlait dans nos capsules sur le cycle menstruel et sur le syndrome prémenstruel. Au cours d'un cycle, la variation d'hormones œstrogènes et progestérone permet de réguler les fonctions reproductives, mais elle impacte aussi l'état physique et psychologique des femmes. La coordination, l'humeur et les aptitudes physiques au cours de l'effort et de la récupération sont modifiées, ce qui peut impacter les performances sportives. Dans l'article de l'équipière, elles expliquent que la première phase du cycle se caractérise par un stade inflammatoire avec une baisse des 2 hormones que vient de citer Nina et du niveau de fer. L'organisme est plus fragile et on peut donc se blesser plus facilement. La première moitié du cycle est aussi caractérisée par une augmentation de la fragilité des tissus mous, dont les ligaments croisés. Donc, si on prend en compte ces risques en adaptant l'entraînement, l'intensité de l'effort physique, la récupération et le régime alimentaire, on peut éviter des blessures ou pallier à des variations physiques et mentales. La santé mentale des joueuses est préservée puisqu'elles comprennent mieux leurs performances. La chercheuse anglaise dont Alice parlait tout à l'heure a créé l'application Fit Air Woman qui permet de faire un suivi personnalisé du cycle et d'adapter sa pratique sportive et son alimentation. On donne à l'application les symptômes qu'on ressent, saute d'humeur, douleur, faiblesse, fatigue ou faim. Elle déduit la phase du cycle dans laquelle on est et elle donne des conseils sur les entraînements à faire, l'alimentation ou le repos. On peut faire des entraînements moins intenses pour éviter de se blesser ou de s'épuiser, faire plus de cardio, plus de renforcement musculaire, selon la phase dans laquelle on est, ou une plus grande phase de récupération. Et les conseils d'alimentation sont très importants, puisque l'alimentation permet de compenser la faiblesse musculaire, la fatigue et les manques de fer qu'on peut avoir pendant ces règles. L'équipe américaine a utilisé cette technique pendant sa préparation et pendant la Coupe du Monde 2019. L'entraîneuse de l'équipe pense que cela a vraiment participé à leur victoire. Les joueuses de l'équipe américaine, comme de l'équipe de Chelsea, sont très enthousiastes à propos de ces initiatives sur le suivi du cycle menstruel. Les discussions qu'elles ont autour des règles auraient permis d'améliorer le bien-être au sein de l'équipe avec la disparition du tabou. On ne peut pas encore évaluer les effets exacts de la prise en compte des cycles menstruels, mais les équipes qui l'utilisent cherchent à la partager au plus possible avec d'autres joueuses et clubs pour diminuer les risques de blessures graves. L'Olympique lyonnais souhaiterait mettre en place les programmes de suivi du cycle menstruel, tout comme des équipes néo-zélandaises, britanniques et américaines. L'initiative se généralise donc, et les joueuses vont pouvoir comprendre leur corps de mieux en mieux. Et pour ce qui est des bénéfices du sport quand on a des douleurs de règles, on vous renvoie à notre épisode 2 avec Émilie, naturopathe et prof de yoga,
qui nous donnait des conseils de posture de yoga efficaces pour atténuer les douleurs. Ce qui est important, c'est de prendre son temps, de ne pas faire de gestes trop brusques, de torsions trop violentes, et éviter pendant les règles de faire des inversions quand le bassin est au-dessus de la tête. Donc c'est chien tête en bas, chandelle et d'autres postures. Pour aller plus loin, on vous mettra en description l'article de l'équipière Lever le tabou des menstruations, clé de la performance des footballeuses. On vous recommande aussi le podcast L'Olympiade femelle sur les multitudes de féminisme face aux multitudes de pratiques sportives. Et l'épisode 11 de la menstruelle, les règles du jeu. Merci à la menstruelle d'être une grande source d'inspiration pour moi. Merci la menstruelle. Si vous avez des anecdotes sur le sport et votre cycle que vous voulez nous partager, n'hésitez surtout pas. Et si vous voulez nous envoyer des petits messages, commentaires, idées de thèmes, on est toutes oui. À bientôt les Warriors et bon week-end prolongé. Oui, reposez-vous et à bientôt.